bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu la séquence éducation, puisque je vais vous faire découvrir un sujet qui n'est pas très connu. On en parle très peu dans les conférences, on parle plutôt de mobilité, d'applications, de logiciels, un petit peu d'objets connectés ou d'impression 3D, mais on parle rarement de la manière dont c'est fait et des composants qui sont dedans et d'où ils viennent, comment ils sont fabriqués. Alors je vais d'abord vous faire un petit aperçu dans mon agenda. Alors maintenant j'essaye de faire des slides, il n'y a que des images. J'ai beaucoup de slides mais pas très peu de texte. Premier point, c'est quelques données de marché pour vous donner une indication d'un petit peu de quoi on parle en termes de volume de business. Deuxième point, c'est de vous expliquer comment on part du sable pour arriver au semi-conducteur. Et contrairement à beaucoup de cours qui existent sur le sujet, je démarre vraiment au sable. Personne ne l'a jamais fait jusqu'à présent. Ensuite, je vais vous expliquer quelles sont les nouvelles technologies qui sont en train d'être mises en œuvre aujourd'hui pour améliorer la performance des chipsets qu'on va trouver dans les mobiles, dans les tablettes, dans les ordinateurs, pour rendre tout ça plus rapide et plus performant et plus puissant, et aussi plus autonome. On parlera ensuite, si on a le temps, parce que je vais probablement exploser mon timing compte tenu du fait que j'ai prévu plein de trucs à vous raconter, des objets connectés, et aussi d'un autre sujet qui est lié au semi-conducteur, qui est l'optronique, qui est là le domaine de la très très haute performance dans les semi-conducteurs. C'est ce qui permet de gérer des débits qui dépassent les 50 gigabits seconde, voire les terabits seconde dans les fibres optiques et qui sont le backbone de l'Internet et qui permettent de transférer notamment de la vidéo entre les CDN, entre les serveurs des opérateurs télécoms pour nous alimenter en vidéo à la demande notamment et faire tourner Netflix aux États-Unis ou la télé à la demande des chaînes de télé en France. Alors, déjà, quelques points sur les grandeurs économiques. De quoi parle-t-on ? Quand on parle de semi-conducteurs et de composants électroniques dans le monde, on parle de plusieurs dizaines de sociétés. Ça représente en termes de chiffre d'affaires 300 milliards de dollars de business. 300 milliards de dollars, ça se compare en gros à 1000 milliards de dollars de produits finis qui irriguent le marché grand public. Donc tablettes, smartphones, chaîne Hi-Fi, appareils photo, caméras vidéo, laptop, etc. pour le grand public. Donc c'est en gros un tiers du marché des produits d'électronique grand public. Et ce qui est intéressant, c'est que ce marché est en train de se structurer entre deux types de sociétés. Il y a un premier type de société dans lesquelles on pourrait mettre des boîtes comme Intel ou comme Samsung, qui ont à la fois leurs propres usines. Et il faut savoir qu'une usine de semi-conducteurs, ça coûte environ 2 milliards de dollars. C'est très très lourd en investissement capitalistique. Et puis il y a des sociétés relativement nouvelles, qui n'ont pas d'usine, qui ne font que concevoir de nouveaux composants, notamment des processeurs pour vos mobiles, et qui, elles, n'ont que des laboratoires de conception du dessin du circuit intégré et des logiciels qui vont autour, et qui sous-traitent la fabrication à d'autres sociétés. Et les trois exemples que j'ai en tête sont ceux que j'ai entourés en rouge ici. C'est Qualcomm, c'est Broadcom et Renesas. Alors on va parler par exemple de Qualcomm. Qualcomm, c'est le numéro 1 ou numéro 2 mondial selon les modes de classement de la conception de processeurs pour semi-conducteurs. Il faut savoir par exemple qu'ils sont largement dominants sur les processeurs qui équipent tous les smartphones sous Android. Donc si vous achetez un Galaxy Note 3 en Europe, si vous allez acheter un Galaxy S2 aussi en Europe, si vous achetez un HTC, un Sony, un Acer, enfin toutes ces marques qui supportent Android aujourd'hui, il y a très forte chance qu'il y ait dedans un processeur de dernière génération de Qualcomm. Et ces processeurs-là sont absolument extraordinaires en termes de capacité. Et cette boîte-là, qui, vous voyez, en 2013 faisait 17 milliards de dollars, je crois que là, en année glissante, ils sont plutôt dans les 25 milliards de dollars, bah, c'est une boîte qui, en fait, en quelques années, est devenue une boîte qui fait la taille de la moitié d'Intel, qui a pourtant de son côté des usines. Donc ça montre un rebelotage des cartes de ce point de vue-là. L'autre point aussi qui montre à quel point cette industrie est très concentrée, c'est qu'il y a environ, dans le monde, 150 usines. C'est pas énorme, 150. Par rapport aux usines de tout et n'importe quoi, de fabrication de téléphones ou autres. Rien que chez Foxconn, je pense qu'il y a des dizaines d'usines pour fabriquer les iPhones. Eh bien, il n'y a que 150 usines dans le monde qui fabriquent des semi-conducteurs. Et la répartition est intéressante, vous l'avez ici. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas en Chine qu'on trouve ces usines, c'est aux États-Unis, en Europe, il y en a 3 en France, à Taïwan, qui est le numéro 1 asiatique devant la Chine et devant le Japon. Et puis après, dans tout un tas de petits pays, y compris Israël, où il y a des usines planquées dans le désert et qui fabriquent des chipsets mobiles pour les laptops. Donc voilà l'état du marché aujourd'hui au niveau de la fabrication. Alors en France,
Il faut savoir, c'est pas très connu, il y a notamment une très grande usine qui s'appelle Crolles. En fait, il y a 2 unités de production, ce qu'on appelle des fabs, qui sont basées au nord-ouest de Grenoble, si je ne m'abuse, à Crolles. Et c'est là que sont fabriqués notamment des chipsets pour des set-top box qu'on va trouver, pas forcément en France d'ailleurs, mais dans le monde entier, pour équiper des box pour recevoir la télévision chez des opérateurs satellites, câbles ou de télévision sur IP. Et cette usine, ça représente des centaines de millions d'euros d'investissement, c'est extrêmement lourd, et il faut savoir qu'on a cette compétence en France. C'est un marché qui est très concurrentiel, c'est très difficile d'être toujours à la page, notamment dans la course à la miniaturisation, mais on a ce genre de technologie en France. Alors l'autre point qu'il faudrait souligner, vous savez probablement que les sociétés, les grands acteurs de l'Internet et les grands acteurs du logiciel sont dans l'environnement du numérique parmi les plus profitables au monde. Là, ce que je vous ai mis ici dans ce graphe, c'est le taux de résultat net, c'est vraiment la marge après impôt des grandes sociétés du monde dans les secteurs du numérique principaux. Donc vous avez l'Internet en haut, c'est les plus profitables. Dedans, vous avez Google, Yahoo, des sociétés de ce type-là. Il n'y a pas Amazon qui est plutôt un retailer qu'un pur player de l'Internet. Derrière, vous avez le logiciel dans lequel on va mettre par exemple Oracle, Microsoft, SAP, Symantec, des sociétés de ce type-là, qui sont très profitables. Depuis des années, ils ont un résultat net qui est supérieur à 20%, parce qu'il y a des économies d'échelle qui sont très très grandes dans le logiciel, où la R&D coûte cher, mais où le coût de diffusion physique du produit est relativement faible. Et puis vous avez, curieusement, les semi-conducteurs, qui même si c'est une industrie qui est beaucoup plus cyclique que celle du logiciel et l'Internet, eh bien, sont juste derrière, notamment dans les dernières années où les chiffres étaient publics pour ça. Vous voyez, les semi-conducteurs sont plus profitables que les services informatiques, donc les SS2I, les médias, les télécoms et le matériel. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les sociétés qui font du matériel, donc l'activité télévision ou l'activité smartphone de Samsung, eh bien, c'est la moins profitable au monde. Et encore, le chiffre que vous voyez aux alentours de 4-5% des gens du hardware est gonflé à cause d'un acteur qui s'appelle Apple, qui est le plus profitable au monde. Et Apple, en fait, il serait plutôt dans la couche des 25%. Mais c'est une exception dans le monde. La plupart des boîtes de hardware ont plutôt des profitabilités qui sont assez basses. Alors maintenant, prenons un smartphone. Donc on va prendre le Galaxy S5, qui est sorti il y a quelques semaines, qui avait été annoncé juste avant Barcelone ou après le MWC de Barcelone. Et regardons ce qu'il a dans le ventre, cet animal. Bien, cet animal, dans le ventre, il a une carte mère qui n'est pas très grande, hein, qui fait la largeur et la hauteur du téléphone, qui est remplie de semi-conducteurs des deux côtés, dans lequel on va trouver de la mémoire, un processeur, des processeurs spécialisés pour la réception de la data et la partie antenne, donc qui est connectée à l'antenne du téléphone. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ici, vous voyez que la moitié de la valeur de ce téléphone, au niveau des pièces détachées, c'est du semi-conducteur, c'est-à-dire le capteur photo, la mémoire, le processeur, alors que le reste, la batterie, le plastique, l'écran, qui ne relèvent pas vraiment des technologies de semi-conducteurs, représentent l'autre moitié. Alors ça correspond à une valeur qui est aux alentours de 180 $. Quand on achète un smartphone haut de gamme de ce type-là, qui est vendu dans le commerce, selon la manière dont on l'achète, entre 500 et 700 $, évidemment, il y a une différence importante. La différence, c'est le coût marketing, le coût de commercialisation du produit par le constructeur. C'est la marge aussi des revendeurs, la marge des opérateurs télécoms, et sachant que certains de ces téléphones, évidemment, sont subventionnés dans le cadre des abonnements. Mais la moitié de la valeur, elle est là. Et le processeur principal, qui est donc dans le cas de cet appareil Samsung, un Exynos 5, eh bien, c'est à peu près le quart de la valeur du matériel. Donc ça montre à quel point il y a une concentration de la valeur des technologies dans ce petit processeur. Et ce qui est fou, c'est de voir à quel point la concentration est forte. C'est-à-dire que dans un processeur de ce type-là, comme dans un Qualcomm ou comme dans les processeurs qu'on a dans les iPhones ou les iPads, il y a énormément de technologies. Et c'est ça que je vais vous décrire maintenant. Je vais essayer de voir d'où ça vient, comment on fabrique ce truc-là. Alors, je me suis dit, pourquoi on ne commencerait pas au niveau du sable? Vous savez tous que le basique d'un semi-conducteur, c'est souvent le silicium. On sait que le silicium sert à fabriquer des wafers, ces grands disques dans lesquels on va découper des processeurs rectangulaires, sur lesquels on aura gravé des transistors. Bon, ça, on sait à peu près tous. Mais d'où vient ce foutu sable qui sert à faire le silicium? Alors, je me suis documenté et je me suis rendu compte d'abord que
le silicium n'existait pas à l'état naturel pur. C'est-à-dire que le silicium, il existe sous forme d'un oxyde de silicium, ce qu'on appelle le SiO2. Ça, c'est le début, c'est la phase chimie de ma présentation. Pour ceux qui ont fait de la chimie il y a longtemps, ça peut rappeler des souvenirs. Alors, je me suis dit, au sable, alors est-ce qu'on va à la Baule ou au Sable d'Olonne, on prend sa pelle, on prend le sable et hop, on fait un spin-conducteur? Ben non, ce serait trop facile. Pourquoi? Parce que le sable des plages et le sable des mers et le sable des rivières, c'est un sable qui est très pollué, mais pas pollué au sens d'hydrocarbures. Il est pollué parce qu'il y a beaucoup de matières premières dedans qui ne sont pas du silicium. Il y a beaucoup d'éléments parasites qui posent problème quand on veut fabriquer un silicium pur qui sert aux semi-conducteurs. Et donc le sable qui sert à fabriquer des semi-conducteurs, on va le chercher ailleurs, on va le chercher dans les mines. Et aussi curieux que ça puisse paraître, il y a très peu de mines dans le monde où on peut trouver du sable qui est en fait du quartz, qui est extrêmement pur, où il y a beaucoup de silicium et peu de matières parasites autour, d'autres composants du tableau de Mendeleïev. Et il y a à peu près 4-5 sociétés dans le monde, j'en ai mis quelques-unes ici. Elles sont américaines, elles sont norvégiennes. Et la photo que vous avez derrière, c'est une mine en Norvège, où on va récupérer du quartz très pur pour fabriquer derrière des semi-conducteurs. Alors comment ça marche ? Alors on commence d'abord par aller dans une énorme babasse pour le concasser, parce qu'on récupère des gros blocs de pierre. Et on va en faire du sable extrêmement fin. Ensuite, alors on lui fait subir une réaction chimique un peu compliquée. Alors j'aime bien faire un peu de techno là. Donc vous avez du sable de quartz, c'est du SiO2. En fait, ce que vous faites, c'est que vous le brûlez avec du carbone, avec des électrodes. C'est comme dans une aciérie. Et ça vous permet d'obtenir du silicium, mais qui n'est pas pur malheureusement. Il est pur qu'à 97%, il y a 3% d'impureté. Et ça vous génère au passage du CO dont il faut gérer l'évacuation. Alors ça ressemble à ça, hein, c'est des usines, c'est comme des aciéries, et c'est extrêmement polluant d'ailleurs, même s'ils essayent de récupérer la chaleur dans le schéma et de réutiliser d'ailleurs la partie de l'oxyde de silicium qui ne sert pas à faire du semi-conducteur, et après ils en servent pour faire du verre, voire d'autres produits dérivés dans le domaine de la métallurgie. Une fois qu'on a fait ça, on a un besoin de purifier ce foutu silicium qui n'est pas pur. Il est à 97%. Comment on se débarrasse du 3% qui ne sert à rien dans le cas d'un semi-conducteur? Alors, à quoi ressemblent les impuretés? C'est le P pour ce phosphore, le B pour le bore, le Al pour l'aluminium et Fe pour le fer. Et alors, on utilise une réaction chimique un peu tordue. On mélange ça à des chlorides avec je sais plus, c'est du chlorure de silicium, de l'hydrogène. On fait bouillir ça très chaud. Et comment ça marche? En fait, on transforme le silicium en gaz en le combinant à de l'acide sulfurique, de l'acide chlorhydrique en gros. Et il s'évapore. Et après, on fait de la distillation. Alors, il y en a qui font ça pour du whisky, et là, on distille le silicium, et on récupère par la base le silicium qui, là, est pur à 9,999%. Il y a 5,9, je crois, dans la qualité du silicium qui est obtenu. Et tout le reste, on s'en débarrasse par le haut du système de distillation. Et là, on obtient quoi? On obtient en gros des espèces de cailloux de silicium pur. Donc vous voyez 3 étapes, hein. Le SiO2, ça devient du silicium à 97 et puis après du silicium pur. Le problème, c'est que ce silicium, eh bien, il est inutilisable. Il est inutilisable, pourquoi? Parce que les atomes de silicium qui sont dans ces cristaux sont complètement désordonnés. En fait, il y a 3 formes différentes de silicium dans la nature, ou pas dans la nature d'ailleurs. C'est le silicium qui est dit amorphe, où les atomes sont un peu bordéliques dans leur organisation les uns par rapport aux autres. C'est une structure de cristal amorphe, donc il n'y a pas d'organisation. Il y a le silicium polycristallin, où il y a plusieurs blocs d'atomes qui sont bien arrangés les uns les autres, mais qui sont quand même déconnectés les uns des autres. Et puis, il y a le fameux silicium monocristallin, qui lui est parfaitement pur et où les atomes sont bien rangés. Alors pourquoi on a besoin de cette dernière forme pour les semi-conducteurs? Pourquoi? Parce que c'est la forme qui va permettre de bien gérer cette propriété de semi-conduction. La semi-conduction, c'est quoi? Et c'est comme ça que fonctionnent les transistors depuis qu'ils ont été inventés dans les années 40. C'est la capacité d'un matériau d'être à la fois conducteur ou isolant de manière contrôlable. Et donc, un transistor, en gros, c'est un espèce de verrou à qui on donne l'ordre de laisser passer ou pas un courant. Et à partir de ça, on bâtit toute la logique d'un processeur. Et à quoi ça sert, ces 3 formes-là? Il faut savoir que les 3 formes que j'ai là, le amorphe, le polycristallin et le cristallin, le monocristallin, sont des formes qui servent à faire des cellules photovoltaïques. Donc jusque-là, toute l'histoire que je vous ai racontée, ça sert à la fois à fabriquer des cellules pour faire du photovoltaïque et capter l'énergie du soleil, et aussi pour faire des semi-conducteurs. Et d'ailleurs, selon qu'on utilise du silicium amorphe, du polycristallin ou du monocristallin, on va avoir un taux de rendement qui ne sera pas le même. On aura un bien meilleur rendement avec le monocristallin qu'avec l'amorphe, mais il se trouve que les technologies de fabrication du silicium amorphe
du silicium amorphe pour les panneaux solaires sont très peu chers. Et donc on a un mauvais rendement, donc c'est classique, c'est pas cher, donc ça rapporte moins. Alors que le monocristallin, lui, génère des rendements qui peuvent, dans le meilleur des cas, atteindre 20 et quelques %, sachant que le rendement baisse encore quand on les met dans des panneaux avec toute l'électronique qui va autour. Mais c'est comme ça que ça fonctionne dans l'industrie. Alors dans les semi-conducteurs, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la base du semi-conducteur pour le circuit intégré, c'est du monocristallin, et on utilise quand même celui du milieu par un autre chemin pour ce qu'on appelle les dopants, c'est-à-dire les petits éléments qui vont servir à bâtir les transistors au-dessus du silicium. Donc ça, c'est la base. Alors maintenant, comment fait-on pour obtenir ce fameux silicium monocristallin tout bien rangé, tout bien ordonné? On utilise une méthode qui a un nom à coucher dehors. C'est un Polonais qui est mort dans les années 50 ou 40, qui s'appelle Gzo Kralski, retenez bien. Gzo Kralski. C'est une technologie qui consiste à faire fondre le silicium dans un four qui ressemble à un four presque classique, et en fait on va étirer le silicium par le bas, et on va former un espèce d'énorme lingot où les atomes viennent bien rangés, perpendiculaires, tout beau, tout propre. Et ça, c'est un procédé qui est assez lent. On monte, je ne sais plus combien, de 1 mm toutes les dizaines de minutes, c'est très, 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 très lent. Et une fois qu'on a fait ça, au bout de quelques heures, on obtient, dans une machine d'ailleurs qui est énorme, la machine qui sert à faire ça, c'est une machine qui fait 5 à 12 mètres de hauteur. C'est pas le truc qu'on va mettre dans un Fab Lab, ça c'est sûr. Et on obtient ce machin. Donc c'est un espèce d'énorme lingot qui fait 2 mètres de long. Aujourd'hui, les processeurs qui sont dans vos mobiles et vos ordinateurs sont basés sur des wafers de 30 cm de diamètre. Donc ce truc-là fait 30 cm de diamètre, ça pèse des centaines de kilos. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Alors là, on va lui faire subir quelques tortures, on va le couper en rondelles. Alors d'abord, on va le mettre dans un tour. Et le tour, il va ébarber, parce que la surface n'est pas bien régulière, on va l'ébarber pour en faire un cylindre parfait. Donc on utilise un tour. Alors le problème, c'est que le tour, c'est une machine allemande de 7 mètres de long, qui vaut plusieurs millions de dollars, et qui permet de faire un truc tout beau, tout propre, et en plus qui est utilisé dans une salle blanche, où il n'y aura pas d'impuretés qui vont s'infiltrer dans le processus. Après, il faut le découper, le malheureux silicium. Alors on le découpe de plusieurs manières. Il y a la découpe à fil, celle du bas, qui est de plus en plus utilisée, qui sert notamment pour la découpe des panneaux solaires, des cellules photovoltaïques, et celle du haut qui a été utilisée historiquement plutôt pour les semi-conducteurs de très haute précision, notamment les processeurs type Intel. Et maintenant, je crois qu'on est en train de migrer sur la deuxième méthode pour couper en fait plus de tranches en même temps, alors que la méthode du haut permet de couper une seule tranche à la fois. Bon, et là encore, on a des babasses absolument énormes pour découper le silicium. Ensuite, on doit polir les bords. Ensuite, on doit polir la surface et on utilise encore d'autres machines. Alors là, c'est des machines qui s'appellent Disco, c'est japonais. Il faut savoir que toutes ces machines-là, il faut bien les fabriquer. Et donc, il y a toute une industrie qui représente des milliards et des milliards de dollars de conception de machines qui servent à traiter toutes les étapes du processus de fabrication de ces fameux semi-conducteurs. Donc voilà, on a obtenu notre fameux wafer. Le problème, c'est que là, on est comme des cons, le wafer, il ne sait rien faire. Il n'y a rien dedans. C'est juste un semi-conducteur et il ne sait pas faire grand-chose. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut graver dessus des transistors et des diodes et des capacités, enfin toutes les basiques de l'électronique qui vont permettre d'apporter de la logique et de faire tourner un processeur plus ou moins spécialisé. Alors moi, j'ai en tête surtout le cas qui est le plus significatif aujourd'hui dans les progrès technologiques, qui sont les processeurs généralistes qu'on met dans nos smartphones. Les processeurs généralistes qu'on met dans nos smartphones, ils ont plusieurs caractéristiques. Un, ils doivent être tout petits, parce que la carte mère dans un smartphone est de plus en plus plate. Maintenant, on fait des smartphones de 7 mm d'épaisseur, donc il faut que ça prenne très peu de place. Deuxième point, il faut que ce soit puissant. Avec un smartphone, aujourd'hui, on joue. On a des jeux 3D, donc il faut que le smartphone il pédale. Ensuite, il faut qu'il soit capable de paralléliser les traitements. Il faut qu'il y ait plusieurs cœurs dans le silicium pour faire tourner ça en parallèle. Et puis, il y a une autre contrainte quand on fabrique du silicium de ce type-là, c'est qu'il faut que l'autonomie soit la plus longue possible. Vous voulez votre smartphone, il marche toute la journée, ou votre tablette dure aussi toute la journée. Vous aimeriez bien aussi que votre laptop, selon la marque et selon la technologie que vous utilisez, il fonctionne toute la journée, qui dépasse 8 à 10 heures d'autonomie, ce qui n'est pas encore le cas de tous les laptops. Eh bien, la conséquence, c'est qu'il faut avoir des processeurs qui consomment très peu. Donc tout ça, ça fait partie du cahier des charges des gens qui construisent ces processeurs-là, et ça fait partie des domaines de progrès qui sont en cours et où on n'a encore rien vu en fait en termes d'évolution technologique. Alors la base de la création des transistors
sur cette base qui est le silicium pur à 99,999%, eh bien, ça commence par ce qu'on appelle la gravure, c'est une sorte de photogravure. On utilise en fait le dessin des transistors, pour faire simple, qui est sur une matrice qui est de grande taille, et on utilise une loupe pour diminuer la taille de cette matrice, pour exposer avec une surface photosensible qui a été mise sur le silicium et obtenir le dessin. Alors maintenant, on va regarder un peu dans le détail comment ça marche. Je me suis appuyé à partir de là, puisque je crois que l'intervenant suivant est d'Intel, sur des slides qui viennent de chez Intel, donc autant donner la source des images. Les commentaires sont de moi, par contre. Donc comment on fait? On met une surface photosensible sur le silicium et on expose à l'ultraviolet certaines zones qui vont correspondre à des dessins sur lesquels on va vouloir faire quelque chose. Donc là, on a une zone exposée, vous voyez, c'est le trait qui est en forme de U inversé. Et une fois qu'on a fait ça, alors il faut savoir qu'à chaque étape, alors on lave le wafer avec du peroxyde d'hydrogène, de l'hydroxyde d'ammoniac, vous voyez, il y a une couche de vernis, c'est photosensible, on a une centrifugeuse pour bien étaler le vernis, il y a du relavage. Chaque étape, c'est une vraie usine à gaz et à liquide. C'est extrêmement complexe. Il faut savoir que pour faire un processeur, il y a à peu près 300 étapes. Donc c'est un travail très répétitif, même si on traite plusieurs processeurs à la fois sur un wafer. Une fois qu'on a fait ça, toujours par traitement chimique, avec du D-tétraméthylammonium hydroxyde, c'est le nom américain, je n'ai pas trouvé la version française, on enlève la partie de la résine photosensible qui a été exposée aux UV. Et à partir de là, on peut l'attaquer avec un autre produit chimique pour lui faire un trou dedans. Alors pourquoi on fait un trou dedans? Parce que derrière, on va vouloir y mettre des choses. Alors qu'est-ce qu'on met là-dedans? On va faire ce qu'on appelle du dopage. C'est-à-dire qu'on va mettre dans les trous des variantes du silicium qui sont dopées. Alors dans certains cas au phosphore, dans d'autres cas au zirconium, au hafnium, au bore. Enfin, il y a tout un tas de méthodes. Et il y a plusieurs méthodes pour rajouter ces éléments. Notamment ce qu'on appelle CVD, c'est le Chemical Vapor Deposition. Ça consiste en fait à vaporiser du silicium et ces impuretés qu'on rajoute là de manière très volontaire pour aller remplir les trous. Et il y a une autre méthode qui consiste à utiliser ce qu'on appelle de l'implantation d'ions. Les ions, c'est des atomes où il manque un électron et on les envoie par des flux sur les trous pour remplir les trous. Je simplifie exprès. Hein. Et tout ça, bah, ça sert à fabriquer un transistor, en fait, tout simplement. En gros, ce qui est au milieu, au-dessus, c'est le verrou qui va dire le courant passe ou le courant passe pas. Et à droite et à gauche, il y a ce qu'on appelle la source et le drain, qui sont le point de départ et le point d'arrivée du courant. Et donc, on a juste un verrou au milieu qui dit tu passes pas. Et après, on en fait des milliards comme ça sur une surface d'un semi-conducteur. Alors, le problème, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, c'est bien gentil, mais les transistors, il faut les relier entre eux. Comment on les relie entre eux? On les relie avec du cuivre. Alors, pour faire le cuivre, c'est encore compliqué. On met une couche photosensible, comme l'histoire de tout à l'heure, qui permet mettre un isolant, qui en général est de l'oxyde de silicium, ou éventuellement un autre matériau. Et là-dedans, on coule du cuivre. Mais tout ça, c'est à l'échelle nanoscopique, hein, c'est tout petit. Alors là encore, on est emmerdé parce qu'on a une grosse couche de cuivre au-dessus des trous où il y a le cuivre, mais la couche qui est en trop, il faut l'enlever. Alors repolissage, attaque à l'acide et tout le bordel, et on obtient ce truc-là. On est content, on a juste des bouts de cuivre qui se connectent au transistor, mais ça ne suffit pas. Les bouts là, il faut les relier entre eux. En fait, ça, on va le faire sur à peu près 7 étages différents. On va empiler jusqu'à 7 étages, voire 10 même dans certains cas, avec des connecteurs qui vont relier les transistors entre eux. Alors je ne vous dis pas, les mecs qui utilisent des logiciels, notamment de chez Cadence, qui est le leader mondial, qui permet de modéliser de manière virtuelle le fonctionnement de ce bazar pour que ça marche bien. Donc il y a du test virtuel à créer avant de faire ça. Donc on met tout ça empilé. Et si on prend par exemple un processeur Haswell Core qui est dans les laptops actuels, eh bien la couche des transistors, vous voyez, c'est la couche du bas, entourée en rouge. C'est même pas un dixième de l'épaisseur du processeur. Parce que tout le reste, c'est des couches de cuivre qui sont empilées les unes aux autres, qui relient les transistors entre eux. Bon, une fois qu'on a fait ça, on le découpe avec une scie. Alors, c'est une scie particulière, encore avec une machine qui fait X mètres de long, qui coûte très cher. Et on obtient un packaging, puisqu'on va mettre la cellule à l'intérieur, et vous allez voir le résultat comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les performances de ces petits engins? Et il y a pas mal de technologies qui sont actuellement déployées et d'autres qui sont en cours d'amélioration pour améliorer les performances de nos petits engins. Alors déjà, regardons un petit peu ce qu'il en est de la taille.
ce qu'on appelle une technologie 28 nanos, 32 nanos, pour ceux qui ont entendu parler de cette notion de miniaturisation, c'est ce qu'on appelle en américain le half pitch, c'est-à-dire que c'est la distance entre le contact du transistor et les milieux du transistor. Donc si on prend par exemple le processeur A7 qui équipe l'iPhone 5S, si je n'abuse, et le dernier iPad, eh bien ce processeur il est fabriqué en technologie 28 nanos chez Samsung, et 28 nanos, donc ça correspond, vous voyez, à la moitié du transistor. Donc le transistor tout compris, il fait le double, 56 nanos. Juste pour que vous compreniez les problématiques que ça pose en termes de miniaturisation, 1 nanomètre, donc c'est un milliardième de mètre, je ne sais plus compter en zéro, c'est pas grave, mais 1 nano, c'est exactement la distance entre deux atomes dans un cristal de silicium. Donc on ne pourra pas aller en dessous de 1 nano avec les technologies connues. Et d'ailleurs, il sera relativement difficile de descendre en dessous de 5 nanos. La roadmap des grands constructeurs, donc les Intel, les TSMC à Taïwan et les autres constructeurs de ce type-là, et aussi la roadmap des gens qui fabriquent les machines qui servent à faire tout ça, permettent d'envisager d'aller jusqu'à 7, voire de 10, voire 7 nanomètres. Mais en deçà, ce sera plutôt dur, parce que là, on atteint la mécanique quantique et générer des transistors de manière fiable à l'échelle de la taille d'un atome, c'est assez difficile. Donc ça donne une idée des perspectives. Mais enfin, aujourd'hui, la dominante du marché, c'est 28 nanos pour les processeurs mobiles. La quasi-totalité des processeurs mobiles du marché sur iPhone ou sur smartphone Android, c'est du 28 nanos. Et Intel, qui est toujours un petit peu en avance de phase de ce point de vue-là, est en 22 nanos pour les processeurs plutôt côté PC. Et ils viennent d'annoncer, pas plus tard qu'il y a quelques jours, le premier prototypage d'un processeur pour les laptops du futur en 14 nanos. Donc ils savent descendre encore plus bas. Et un jour, ils arriveront à 10, à 7, mais il y aura quand même du boulot. Alors comment est-ce qu'on fait? Il y a plein de technos, elles sont listées ici, ça c'est un slide de Broadcom, et je vais dérouler les technos. Alors premier point, il y a un vrai problème qui se pose, c'est quand on fait de la gravure. C'est bien gentil de faire de la gravure, mais quand vous faites de la gravure à l'échelle de l'atome, il y a plein de problèmes qui se posent, notamment vous avez des problèmes de recouvrement. Donc vous faites vos petits canaux, là, vous vous rappelez, hein, vous mettez vos petits canaux transistors là, sur votre processeur, et puis la résolution de votre système de gravure ultraviolet, il est bien gentil, mais la longueur d'onde de l'ultraviolet, elle est supérieure déjà à la taille des canaux, et donc vous avez des effets de débordement, comme on le voit sur la gauche. Donc comment est-ce qu'on fait pour éviter ces débordements du fait de la diffraction de la lumière? Eh bien, on utilise deux techniques. Il y a une technique qui s'appelle le double ou le triple patterning, qui consiste en fait à imprimer par photogravure les canaux 1 sur 2 à la fois ou 1 sur 3 à la fois. Un exemple ici, là, ça explique le process, c'est un peu rapide pour piger, mais en gros, vous voyez, on fait les verts, puis les violets, puis les bleus, et à la fin, on obtient ce qu'il y a en haut à droite, et il y a moins de recouvrement, et donc on a une meilleure qualité du semi-conducteur. Ça, c'est une première technique utilisée. Il y a une autre technique qui est utilisée, qui s'appelle l'OPC. Ça consiste à se dire, compte tenu du fait que la diffraction de la lumière va déformer le dessin du transistor sur le semi-conducteur, eh bien, on va faire une espèce de pré-déformation du dessin, pour que la déformation finale permette d'aboutir au résultat attendu. Vous me suivez? Ça va là, hein? Donc vous voyez, au lieu d'envoyer la lumière pour faire le rouge, ou le bleu, pardon, vous envoyez une lumière qui correspond au dessin vert à droite, qui permet d'obtenir le bleu au lieu d'obtenir le rouge qu'on obtient naturellement. Donc ça, c'est une technique qui est utilisée depuis quelques temps et qui permet d'améliorer la qualité de la gravure donc au niveau du transistor sur le semi-conducteur. Il y a une autre technique qui est utilisée maintenant, qui consiste à essayer d'éviter un problème qui se pose sur les semi-conducteurs. C'est que les semi-conducteurs, ils sont chiants parce que justement, ils sont semi-conducteurs. Et notamment, le silicium qui est dans le wafer, il a une caractéristique, c'est qu'il génère ce qu'on appelle des fuites. C'est-à-dire qu'en fait, comme il est capable de conduire le courant en partie, eh bien, il génère des fuites de courant. Et donc, résultat des courses, ça fait chauffer le transistor. Et c'est pour ça, quand vous mettez la main derrière votre téléphone ou la main derrière votre laptop, ça chauffe. Parce qu'il y a des pertes, il y a notamment des pertes en ligne à cause de ce phénomène-là. Et il existe en fait 2 à 3 technologies sur le marché aujourd'hui qui permettent de limiter ces pertes et d'améliorer donc la consommation, de baisser la consommation des processeurs et donc d'améliorer l'autonomie pour vos appareils mobiles. La technologie, en gros, elle se sépare en 2 morceaux. Il y a d'un côté ce qu'on appelle le FinFET et de l'autre côté le FDSOI. Alors là, c'est un truc tordu que je vous raconte, mais alors le FinFET, ça consiste en quoi? C'est qu'au lieu de s'enquiquiner à faire des transistors tout plats, là, comme je vous l'ai montré au début, on les met en hauteur. Au lieu d'être comme ça, on les met comme ça. L'intérêt de les mettre comme ça, au niveau des composants qui sont dessinés sur le silicium, c'est qu'il y a moins de fuites. C'est normal, si vous êtes à plat, vous faites des fuites par en dessous. Si vous êtes droit, vous aurez une fuite que sur la couche de contact entre le truc qui est droit et la surface. Résultat, vous avez moins de pertes. Ça, c'est une technologie qui est utilisée par Samsung, par TSMC, qui est le leader mondial de la fabless
à Taïwan, et chez qui sont fabriqués les processeurs Qualcomm, Broadcom et Nvidia qui sont utilisés dans nos mobiles et nos tablettes. Et vous avez Intel qui a sa propre version de ce truc-là, où ils utilisent en fait trois couches les unes à côté des autres, ils appellent ça le Tri-Gate. Alors ils ont appelé ça les transistors 3D en marketing, c'est un petit peu abusif parce qu'il n'y a qu'une couche de transistors, il n'y en a pas plusieurs d'empilés. Et puis vous avez une technologie qui est le FDSOI, qui est expliquée ici assez bien. C'est que au lieu de s'embêter à mettre des couches perpendiculaires qui sont assez compliquées à fabriquer en termes de qualité, le processus de fab est plus compliqué, ils se sont dit on va mettre une couche d'isolant, ce qu'ils appellent ultra thin buried oxide. Donc en fait, au-dessus du silicium, ils mettent une couche d'isolant qui est en fait de l'oxyde de silicium, le fameux dont on a voulu se débarrasser au début dans le processus, et dessus, ils construisent le transistor qui est tout fin, et résultat, il n'y a plus les pertes en ligne, qui sont les lignes blanches qu'on voit à gauche du dessin. Et ça, c'est une technologie qui vient d'où? Eh bien, elle vient d'une boîte française qui s'appelle Soitec, qui est basée à Crolles, au même endroit que ST Microelectronics. Et donc, c'est une technologie qui est très intéressante. Elle est intéressante notamment parce qu'elle permet de réduire à la fois les coûts de fabrication et de diminuer la consommation d'énergie et de permettre aussi de monter un petit peu plus loin en fréquence. Alors, pour faire des wafers qui ont cette petite couche d'oxyde de silicium au-dessus du silicium, il y a tout un processus qui est là, je vais vous l'éviter, mais ça permet en théorie. Alors là, on a un vrai sujet qui rappelle les fameux débats sur pourquoi on n'a pas un Google français, pourquoi on n'est pas ci, pourquoi on n'est pas ça en France, et qu'est-ce qu'on pourrait devenir. On a ici, avec ST Microelectronics et avec SOI, une technologie qui est très très intéressante, mais c'est très dur à vendre. Pourquoi? Parce que ça change les processus de fabrication, ça ne coûte pas forcément beaucoup plus cher, mais ça change les habitudes. Et pour l'instant, eh bien, elle n'est pas très largement adoptée. Elle a été adoptée par IBM, par AMD, par Global Foundries, mais la technologie FinFET qu'on a vue tout à l'heure, et puis la variante que Intel a développée pour lui-même, eh bien, elle domine aujourd'hui le marché. Mais c'est un enjeu industriel qui est extrêmement important, parce que pour continuer à miniaturiser les composants, il faudra avancer, utiliser cette technologie-là. Et d'ailleurs, l'espoir qui subsiste pour nos industriels français de ce domaine-là, c'est que cette technologie-là, d'isolation, eh bien, elle pourrait être utilisée en complément de l'utilisation des fameux transistors 3D qui sont verticaux, la combinaison des deux pouvant donner des résultats très intéressants. Donc, ce n'est pas impossible qu'un jour Intel adopte cette technologie ou TSMC à Taïwan. Et il y a beaucoup d'analystes qui leur recommandent de le faire. Alors, l'autre technologie qui permet de descendre encore plus dans l'intégration, c'est de faire de la gravure, non pas en ultraviolet, mais en ce qu'on appelle l'extrême ultraviolet. Alors, quel est l'intérêt de l'extrême ultraviolet? C'est tout simplement lié au fait que l'ultraviolet, si vous allez encore plus dans les fréquences basses, eh bien, vous allez diminuer la taille de la longueur d'onde et donc vous allez pouvoir avoir une meilleure précision de la gravure. Le problème, c'est que c'est très très dur à mettre au point. Et d'ailleurs, on est dans un cas de figure qui est assez unique dans l'industrie, qu'on n'a pas chez Google, Yahoo, Amazon et d'autres. C'est que la société hollandaise que vous voyez ici, qui s'appelle ASML, qui fabrique ces machines de gravure, eh bien, cette société, elle est cofinancée par tous les concurrents du marché. C'est assez dingue. Vous avez Intel, vous avez TSMC, vous avez Samsung, qui sont tous co-actionnaires et co-investisseurs dans les projets d'amélioration des technologies de gravure. Alors pour la petite histoire, la babasse que vous voyez là, elle coûte plus cher qu'un A320. C'est quand même pas mal, hein. C'est plus de 50 millions de dollars. Et ce genre de machine, ça se vend à quelques dizaines d'exemplaires dans le monde par année. Et donc, problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à le mettre au point, en fait. C'est-à-dire qu'il y a cette machine qui existe à l'état de prototype, et aujourd'hui, on n'arrive pas à vraiment faire fonctionner la gravure en extrême ultraviolet, et on est un petit peu bloqué. Ça va probablement se débloquer, mais ça prend plus de temps que prévu. Alors, si on continue la petite histoire, une autre méthode pour améliorer la production, c'est d'augmenter la taille des wafers. Vous voyez l'historique des wafers. En gros, aujourd'hui, on est, depuis presque une dizaine d'années, on est aux 30 cm. Donc c'était mon point de départ de mon histoire de tout à l'heure, c'est à peu près cette taille-là. Et Intel, notamment, essaye de mettre en place des lignes de production qui vont passer au 450 mm, donc qui va augmenter quasiment, qui va doubler la surface utile. Pourquoi? Pour augmenter le yield, c'est-à-dire augmenter le rendement des fabs, puisque vous avez vu, il y a 300 étapes pour fabriquer ces foutus transistors sur un wafer. Donc autant en fabriquer plus à la fois. Donc augmenter la taille. Le problème, c'est que si vous augmentez la taille, vous devez augmenter la taille de tous les appareils de toute la chaîne de production.
du Sokralski là, qui vous fait le lingot, de l'ASIC qui le découpe, et tous les autres qui sont derrière, la gravure, toutes les technologies, le lavage, le ponçage, tous ces trucs-là, eh bien, à chaque fois, il va falloir changer les machines. Donc ça pose un problème. Bon, et aujourd'hui, l'équation économique du 450 mm, elle n'est pas encore très très sûre. Et il semblerait que ça arrive beaucoup plus lentement que prévu par les industriels qui sont concernés par ce genre d'évolution. Donc là, vous avez le nombre de processeurs. Vous voyez, vous passez pour un quart de wafer de 98 chips d'une taille donnée à 230, donc vous faites plus que doubler le rendement en termes de production. Mais comme ça coûte plus cher et que c'est plus compliqué à fabriquer, c'est pas évident de s'y retrouver. Donc voilà le résultat d'un wafer de 450 mm en production. Alors ce que dit Intel, et là ils ont tout à fait raison quand ils racontent ça, c'est qu'ils disent que en fait, plus on va diminuer la taille des transistors sur ces chipsets, eh bien, plus les dépenses d'investissement vont être élevées dans les usines. Et en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'aujourd'hui, on fabrique ça sur des usines qui représentent des CAPEX, c'est-à-dire des Capital Expenses d'environ 2 milliards de dollars. Et quand on descendra en dessous du 20 nano, ben on va tomber plutôt dans les 3 à 4 milliards de dollars. Alors le message d'Intel, il faut le comprendre, c'est un message marketing en même temps. C'est un message qui consiste à dire ça va nettoyer le marché, il n'y aura plus 150 femmes, il n'y aura peut-être que la moitié ou le tiers, et eux seront les survivants de cet écosystème darwinien qui, du fait de la structure de coûts qui augmente, fait diminuer le nombre d'acteurs sur le marché de manière mécanique. D'autres acteurs disent « oui, mais c'est pas si simple que ça », notamment chez Broadcom, ils disent « oui, c'est bien, mais en fait, quand on dépasse les 28 nanos, quand on descend en dessous des 28 nanos, en fait, on recomplexifie la conception des semi-conducteurs et en fait, il y a une augmentation depuis qu'on est arrivé aux 28 nanos de la complexité. Pourquoi? Parce qu'on augmente le nombre de transistors, on augmente mécaniquement la complexité de la conception et en fait, tout ce qui est coût hors de la fabrication, vous voyez, la vérification, la qualité, l'architecture, le layout, la manière de concevoir tout ça, le logiciel qui va avec, eh bien, la structure de coût d'ensemble augmente. Alors, ce que les gens de Broadcom ne disent pas, c'est que ces coûts-là, c'est des coûts fixes, ce n'est pas des coûts variables. C'est-à-dire que quand on a dessiné son dessin de processeur, il est fait une fois pour toutes, et après on balance la prod, et qu'on le fabrique à 2 millions ou à 100 millions d'exemplaires le processeur, les coûts sont les mêmes. Ce sont des coûts fixes, comme dans le logiciel. Mais quand même, ce sont des coûts qui augmentent significativement et qui rendent plus complexe la fabrication. Alors il faut savoir que maintenant, l'industrie du semi-conducteur, elle est organisée aujourd'hui exactement comme le monde du PC ou le monde des smartphones. Vous connaissez ces deux mondes, ils ont une caractéristique, ce sont des sortes de duopoles. Dans le monde du PC, vous avez un duopole connu entre le monde Wintel d'un côté et le monde Apple de l'autre, l'un étant intégré plutôt horizontalement, avec Microsoft qui fait Windows, Intel qui fait le processeur, puis les autres qui font les machines et tout ce qui est entre les deux. Alors que chez Apple, il y a une intégration qui est très verticale. Dans les smartphones, c'est pareil, vous avez Google qui est plutôt horizontal, qui se bat avec Apple qui est plutôt vertical en termes d'intégration industrielle. Eh bien, il se passe la même chose dans les semi-conducteurs, dans les chipsets. Vous avez, par exemple, dans un chipset comme un Qualcomm S800, vous avez tout ce bazar de fonctionnalités. C'est énorme le nombre de fonctionnalités qu'il y a dans un chipset pour mobile. Ça représente ça, physiquement, ça ressemble à ça. Vous avez dedans un GPU pour le graphique, un CPU pour les calculs de base, vous avez de la mémoire, vous avez la gestion des capteurs, vous avez la gestion du Bluetooth, par exemple, la gestion du Wi-Fi, vous avez la gestion du multimédia avec les codecs audio, les codecs vidéo. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des blocs d'IP. C'est des blocs de propriété intellectuelle. Et ces blocs, eh bien, ils vont soit venir du concepteur du microprocesseur, comme chez Qualcomm ou comme chez Broadcom, qui, dans le cas de Broadcom ici, ont tendance à tout faire en interne, soit quand on est plutôt dans le monde Android ou le monde des processeurs génériques qui sont utilisés dans les smartphones type Android, eh bien on va avoir en fait une espèce de marché, alors je passe rapidement parce que je suis en retard, on va avoir une organisation de l'industrie qui est très différente, à savoir que tous ces fameux systèmes on chip qui sont ces chipsets qu'on trouve dans les mobiles, eh bien en fait ils vont être conçus à partir de blocs qui viennent d'origines différentes. Alors, il y a un bloc, par exemple, qui est extrêmement connu, qui domine à plus de 90% le marché, qui sont les blocs qui viennent de ARM, qui est une boîte anglaise, qui fait à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, et qui ne fait que vendre de l'immatériel. Eux, ils vendent juste un jeu d'instructions et le dessin des transistors sur le GPU et le CPU. Et donc, ils sont utilisés par Qualcomm, par Nvidia, par Mediatek, par Samsung,
pour concevoir des chipsets qui sont dans vos tablettes et vos mobiles. Mais à côté de ça, il y a des GPU qui viennent d'autres sociétés. Certains viennent d'ARM, d'autres viennent d'autres sociétés. Pareil pour la vidéo, pareil pour le modem, pareil pour la partie réseau, le Wi-Fi, toutes les normes du Wi-Fi. Pareil pour les entrées-sorties, où il y a à chaque fois des blocs de propriété intellectuelle spécifiques pour l'HDMI, pour l'USB, pour le Bluetooth, etc. Et derrière, vous avez tout un paquet de boîtes. Et vous avez des boîtes spécialisées. Alors, je vais vous donner un exemple tout petit qui est Allegro. Allegro, ils sont troisième colonne au tiers en bas. C'est une petite boîte qui est basée à Grenoble, qui est la vraie Silicon Valley française. Et cette petite boîte, elle est spécialisée dans les encodeurs-décodeurs de format vidéo. Et donc, cette boîte, son business aujourd'hui, qui n'est pas forcément énorme, mais ça consiste à vendre des blocs de propriété intellectuelle d'encodeurs et décodeurs vidéo pour qu'ils se retrouvent après dans des processeurs, dans une Xbox télé, dans un mobile, dans un ordinateur. Et donc ça, c'est l'organisation très horizontale du marché avec des spécialistes qui vendent leurs propriétés. Alors si vous prenez par exemple le Tegra K1, qui est le dernier processeur qu'NVIDIA a annoncé au moment du CES en janvier dernier, eh bien ce processeur-là, qui contient 192 cœurs graphiques, des GPU, il est capable de tourner, vous voyez les chiffres, à peu près 2 à 3 fois plus vite que les processeurs de la Xbox 360 ou de la PS3. Donc c'est l'avant-dernière génération de ces consoles de jeux. Mais surtout, c'est un processeur qui est en 28 nanos et qui consomme 5 watts, alors que les cocos des consoles de jeux fixes consomment 100 watts. Alors il faut savoir que ce processeur-là, il est fait pour quoi? Il est fait pour un smartphone, pour une tablette, sur lesquelles vous avez joué, dans lesquelles il y a des capteurs et qui vous permettent de faire à peu près tout et n'importe quoi, avec la puissance d'une console de jeu. Et en plus, comme ce sont des consoles des mobiles qui sont de plus en plus équipés avec le Wi-Fi qui s'appelle le Wi-Fi AC, qui est capable de monter à 300 mégabits seconde, vous allez pouvoir connecter votre smartphone, qui est finalement devenu une console de jeu, avec ses petits capteurs, et qui devient une manette en même temps, directement à votre télé, sans fil, sans passer par une box, sans passer par des câbles. Et ça, c'est le présent et le futur à la fois. Et c'est permis par ces fameux processeurs qui consomment peu et qui sont extrêmement puissants. Alors l'histoire continue. Un autre truc qui risque de changer, ça ne fera pas plaisir au suivant qui va parler, c'est que ARM, qui est ultra dominant dans le monde de la mobilité et dans le monde des objets connectés, bah, ils aimeraient bien être présents aussi dans les serveurs. Donc maintenant, ils ont des partenaires qui sont cités ici, alors je ne les connais pas bien, c'est Calexa, Applied Micro, LSI et Marvell, qui font en fait des processeurs spécialisés pour les data centers, pour des micro-serveurs dans les data centers. Il y a une bataille qui est en train de se mener aujourd'hui avec des processeurs de moins en moins chers qui consomment de moins en moins d'énergie pour que les data centers eux-mêmes consomment de moins en moins d'énergie parce que c'est quand même un élément stratégique dans les data centers. Alors il faut savoir que les semi-conducteurs, on les trouve évidemment dans plein d'autres types de composants. J'ai insisté lourdement sur la dimension chipset mobile, mais on va les trouver dans les mémoires. Alors il y a un marché qui est en train d'exploser en ce moment, qui sont ce qu'on appelle les SSD. Vous connaissez sûrement, c'est les disques durs sans plateau tournant. Et les mémoires qui servent à faire ces disques durs sans plateau tournant, eh bien, ils s'en vendent de plus en plus. Les prix sont en train de baisser à la même vitesse que la loi de Moore. Et surtout, il y a un progrès qui est en train d'être fait, mais depuis quelques années, mais dont on n'entend jamais parler, qui sont que pour la première fois, depuis quelques années, on est capable de faire des mémoires qui sont vraiment tridimensionnelles. C'est-à-dire qu'on sait faire des mémoires où on empile jusqu'à 10 couches de transistors pour faire de la mémoire en 3 dimensions, ce qui permet d'avoir une densité de stockage beaucoup plus importante. Résultat des courses, les disques durs modèle SSD, maintenant, pour un laptop, je crois que la dernière Surface de Microsoft utilise ça, les derniers MacBook Air aussi, on est capable de monter allègrement jusqu'à 512 gigaoctets à des coûts qui sont de plus en plus raisonnables, grâce à ce genre de technologie. Et Samsung prévoit, alors ça c'est Toshiba qui fait ça aussi, Samsung prévoit que d'ici 2017, vous voyez en bleu, eh bien, en bleu, ce sont ce qu'on appelle les VNAND, c'est ces fameuses mémoires verticales qui stockent en 3D l'information pour les SSD. Donc vous voyez déjà en 2014, plus de la moitié est déjà en mémoire verticale, et d'ici 2017, ce sera la technologie dominante. Et on continuera à descendre aussi en résolution et en capacité de compaction de la mémoire sur ce type de composants. Donc c'est un progrès énorme. Les capteurs photo, c'est la même chose. Les capteurs photo sont basés sur la même technologie. C'est basé aussi sur du silicium. Et là, il y a des technologies très intéressantes qui permettent à votre iPhone ou à votre smartphone Android de générer des photos de qualité de plus en plus intéressante, même si ça n'atteint pas celle de mon réflexe full frame. Et on est capable, grâce à une technologie qui s'appelle le CMOS BSI, qui est aussi un truc tordu, mais je vais vous expliquer rapidement, c'est très facile à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans le CMOS habituel, notamment chez Canon et chez Nikon, eh bien, vous avez la photodiode qui reçoit la lumière qui vient de votre objectif,
Et ces andouilles, quand ils ont conçu le CMOS, pour des raisons de fabrication, ils ont mis au-dessus de la diode toute la connectique, ce qu'ils appellent le metal wiring dans le dessin, qui correspond au cuivre dont on parlait tout à l'heure. Vous vous rappelez le cuivre qu'on mettait sur les transistors? Eh bien, ce cuivre, il est entre les filtres RGB, donc de couleur primaire, et la photodiode, ce qui fait que ça parasite le signal et il y a une perte en ligne. Et depuis quelques années, on utilise une technologie, notamment chez Sony, qui le revend à plein de gens, qui s'appelle le CMOS BSI, où on met le métal derrière au lieu de le mettre devant. Résultat des courses, il y a moins de perte en ligne dans la lumière et on a des capteurs qui sont capables de capter beaucoup plus de lumière. Et c'est un capteur de ce type-là que vous allez trouver dans les derniers smartphones du marché, et notamment dans l'iPhone 5S. Et c'est grâce à ça que, dans des tout petits capteurs, on arrive à obtenir des choses intéressantes. Autre sujet, pour le traiter extrêmement rapidement, jusqu'à ce qu'il me coupe la parole parce que j'ai dépassé mon temps, c'est l'optronique. Alors l'optronique, c'est un autre domaine qui est absolument fascinant. Ça nécessiterait que je revienne ici pendant au moins une demi-heure. Ce sont les technologies qui utilisent non pas le silicium, mais d'autres matériaux, ce qu'on appelle les éléments 3,5. Alors c'est barbare tout ça, c'est du gallium, c'est du phosphore, c'est des métaux rares. Et ces métaux, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont beaucoup plus rares que le silicium, mais ils permettent de créer des composants qui vont monter beaucoup plus haut en fréquence. Aujourd'hui, avec un processeur au silicium, en gros, on est limité à 3 à 4 GHz. Alors il y a des gens qui font du tuning, qui mettent du refroidissement à air liquide ou avec de l'eau dans leur PC pour les PC de gamers, mais ils ne dépassent pas 4-5 GHz dans le meilleur des cas. Avec les technologies de photonique, on est capable de monter à 50 GHz, voire plus. Et donc, on est capable de faire des choses qui vont gérer des débits beaucoup plus importants. Et ça, c'est très utilisé dans un domaine très particulier, qui sont le domaine de la fibre optique, et notamment le domaine des grands réseaux qui irriguent l'Internet. Il faut savoir que dans un réseau Internet, aujourd'hui, on a besoin de lignes de communication de très très grand débit. Parce que si vous avez une fibre qui arrive chez vous à 100 mégabits seconde et qu'il y a 1000 personnes connectées dessus, bah, il faut que ce qui relie les centraux téléphoniques entre eux, ça marche au niveau du terabit, voire du pétabit. Et pour relier les États-Unis au continent européen, il faut des quantités absolument astronomiques de débit pour que tout passe. Entre l'Irlande, où il y a les serveurs de YouTube, je crois, entre autres, et l'Europe qui les utilise, bah, il faut aussi des tuyaux de plus en plus gros. Donc il faut des technologies de ce type-là. Le problème, c'est que ces technologies-là, eh ben, elles sont fabriquées un petit peu méthode roulée sous les aisselles. Alors, à savoir que, par exemple, chez Alcatel, à Marcoussis, donc à 25 bornes au sud de Paris, eh bien, ils ont une petite usine, qui est en fait plutôt un labo qu'une usine, qui fait des semi-conducteurs de ce type-là, mais vous voyez avec des disques qui font 2-3 pouces. Ils sont tout petits les disques, c'est pas le 30 cm, c'est comme ça. Et ils sont faits vraiment à la mano, quoi, avec un processus qui reprend toutes les étapes qu'on a vues tout à l'heure, mais qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus lourd. Voilà une des machines qu'ils utilisent, que j'ai visité il y a un an. Et ça, c'est le résultat, c'est les systèmes de test de fibre optique. Et ce qui est absolument hallucinant, c'est de voir que grâce à ces technologies, bah, en fait, on est capable de faire passer dans une fibre optique une quantité d'informations absolument astronomique. Comment on fait? En fait, on prend un signal électronique, on en prend plusieurs, on va jusqu'à 50 GHz grâce à ces composants, et après on en met plusieurs en parallèle, comme des lanes d'autoroute sur un grand autoroute, et on les multiplexe. Donc on est capable de multiplexer par des lois de l'optique jusqu'à 200 canaux qui font chacun 400 gigabits par seconde, et grâce à ça, on peut mettre des terabits par seconde dans les fibres. Et sachant que ce qui est déployé aujourd'hui chez les opérateurs télécoms correspond à peine le centième, voire le millième, de jusqu'où on pourrait pousser la technologie de ce point de vue-là. C'est-à-dire que les débits des réseaux, des infrastructures de réseaux télécoms qui vont permettre de faire circuler notamment la vidéo, les objets connectés, tout ce qu'on va utiliser dans le futur, eh bien, la technologie optique connue va permettre de supporter ces débits-là. Ça prendra du temps parce que c'est compliqué à mettre au point et ça coûte cher, mais on sait qu'on va y arriver. Au même titre que de la loi de Moore va continuer à s'appliquer jusqu'au 7 nano avec les technologies qu'on a vues tout à l'heure. Et on fait des trucs comme ça ou des machins comme ça. J'ai un petit dessin qui est derrière. Alors j'ai raté le dessin, mais c'est pas grave. C'est la capacité à mettre sur un circuit de silicium standard qui monte à 3 GHz des bouts qui sont faits avec ces autres matériaux, qui sont capables de monter à 50 GHz et qui vont faire le lien entre, en gros, l'électronique de base d'un ordinateur et le très très haut débit qui est géré par des communications à fibre optique. Et aujourd'hui, l'enjeu industriel, c'est de mélanger les deux pour faire des choses qui vont aller extrêmement loin au niveau de la puissance. Donc on n'a rien vu. Pareil pour le graphène. Le graphène, c'est une technologie qui va pouvoir être utilisée. C'est des atomes de carbone bien rangés, pour faire simple. Et les atomes de carbone bien rangés vont permettre de gérer une partie des couches de transistors, notamment la partie conductrice entre la source et le drain, qui ont un avantage, c'est qu'ils chauffent moins et ils vont permettre de monter beaucoup plus haut en fréquence.
Donc on va pouvoir monter à 100 GHz grâce à cette technologie-là. Pour l'instant, c'est purement du proto et on n'est pas prêt d'y arriver, donc n'y comptez pas. Et pour terminer, je vais vous parler un petit peu des objets connectés. Mais ça, c'est l'objet d'une conférence que je donne demain matin en fin de matinée. Eh bien, les objets connectés, c'est une énorme opportunité pour tout un tas de gens. Et j'ai envie de vous poser une question. À votre avis, qui est le numéro 1 mondial des nanotechnologies pour les objets connectés? Est-ce que vous avez une idée? Le numéro 1 mondial, eh bien, c'est pas Intel, c'est une boîte française, c'est STMicroelectronics. En fait, ils font à peu près $1 milliard dans ce domaine-là. Ils sont devant Bosch, qui est une boîte allemande, et devant les Japonais, devant toutes les autres marques du monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, grâce au CEA L'éthique et la branche de recherche issue du CEA qui travaille sur les nanotechnologies, ils ont été capables d'aller extrêmement loin de ce point de vue-là. Ils ont une bonne structure de coût au niveau de la fabrication. Certains des composants sont fabriqués à Canesta en Italie, d'autres sont conçus en France, et on est devenu numéro 1 mondial. Et ça, on ne le sait pas. Quand on parle de composants, quand on parle d'objets connectés, on dit toujours WeThings, Netatmo, Parrot, mais on oublie qu'on a le numéro 1 mondial de ces composants qui sont derrière. Il faut savoir, par exemple, si vous achetez un bracelet Fitbit, si vous achetez quasiment les 3/4 des objets connectés qui sont vendus aux États-Unis, créés par des startups dans la Silicon Valley, utilisent des composants de STMicroelectronics. Donc c'est très intéressant de voir qu'on a un acteur français dans ce domaine-là. Et c'est très rassurant, parce que ça nous rappelle que dans ces industries qui bougent énormément, qui bougent très vite, où il y a des enjeux technologiques absolument monstrueux, eh bien on est quand même capable, en France, et en Europe, parce que souvent ce sont des boîtes européennes, eh bien d'être au top. Et ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir pour avoir une industrie française. Donc je vous fais un petit peu du Montebourg version Esrati, mais je pense qu'il y a des choses à faire de ce côté-là, et évidemment dans les usages qui sont au-dessus et tout ce qu'on en fait derrière. Sur ce, je vous remercie. Ah ouais, alors j'ai un petit truc. Alors Cédric, avant, je voudrais vous dire un truc. Alors, j'avais annoncé que tu les secouerais, je pense que tu les as bien secoués. Je ne sais pas si tout le monde t'a suivi pendant 40 minutes parce que tu as eu un rythme ouais, je sais, c'est un peu rapide, bien dense, mais quand même assez clair dans les formats. Ouais. Donc merci. J'ai juste un truc à vous dire quand même, c'est que moi je ne suis pas du tout spécialiste de ce domaine. Hein. Comment j'ai fait ça? Mais comment j'ai fait ce truc-là? En fait, cette présentation, je l'ai proposée à Magali il y a, je sais pas, 2-3 mois. Elle m'a dit, ouais, ok, banco, vas-y. Mais en fait, tout ça, je l'ai fait en allant sur Internet, en me renseignant. Alors, j'ai quand même eu la chance d'aller visiter l'usine d'Alcatel dont je vous ai parlé, de discuter avec 8 heures dans un avion avec un mec de ST. Et ça fait combien de temps que tu es dans le domaine des technos? Une trentaine d'années, mais bon. Ouais, mais ce domaine-là, je ne le connaissais pas bien. Et je l'ai vraiment creusé, l'histoire du sable et tout au début, tout ça c'est sur Internet. Mais par contre c'est chiant, il faut aller chercher et c'est du boulot. Mais ça veut dire que quel que soit le sujet qui vous intéresse, vous pouvez l'apprendre avec des mocks ou sans des mocks, mais sur Internet. Et c'est une question de patience, mais l'information elle est là en fait. Et la compétence, vous pouvez l'acquérir quel que soit le sujet. Ça c'est la leçon que je retiens de ce truc-là en fait. Merci, de patience et de passion je pense. Ça se ressent bien. Merci Olivier pour cette présentation.